Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Coin Recherche, épisode D de notre saison 1, où il s'agit d'aborder la retrouvabilité de Jordan, de certaines sous-catégories de modules sur des algèbres aimables. Donc jusqu'ici nous avons vu ce qu'était un carquois, nous avons vu ce que c'était les algèbres de chemin, nous avons vu également ce que sont les représentations de carquois, avec leur définition. Nous avons vu également ce que sont les morphismes entre les représentations. Je vous ai également spoilé le fait que les représentations avec des morphismes, ça fait une catégorie. J'en parlerai plutôt à l'épisode suivant. J'aimerais aujourd'hui me focaliser sur les définitions de somme directe, d'isomorphisme entre des représentations et également de la notion de représentation indécomposable. Et vous mettre un petit peu en avant les petites problématiques qui peuvent être derrière ces histoires de représentation indécomposable. Ok, puis on rencontrera cette notion tout au long des prochains épisodes. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important. Alors je vais juste commencer par rappeler le schéma que j'avais fait lors du début de l'épisode précédent. Quand vous regardez une application linéaire, f, qui va d'un espace de dimension finie vers un autre espace de dimension finie, on peut le voir de manière générale comme une application linéaire qui va d'un k espace vectoriel de dimension p vers un k espace vectoriel de dimension m. Okay, et je vous avais mis en avant la décomposition suivante en jouant avec le noyau. Donc on peut l'écrire comme ça. Donc j'ai le noyau plus l'image qui correspond à la partie bijective et le conoyau. Okay, et donc cette décomposition, c'est justement une décomposition en somme directe de représentation de carquois. Donc ici, le carquois qui était en jeu, c'est 1, 2, alpha. Ok. Donc avant de donner la définition, j'aimerais juste rappeler quelque chose sur ce que j'appelle somme directe. Quand je fais la somme directe de ces deux espaces vectoriels, je l'ai déjà dit lors de l'épisode précédent, mais je préfère le répéter. Quand je fais cette somme directe, je vois vraiment les deux espaces vectoriels comme des copies distinctes. C'est-à-dire que l'intersection entre ces deux espaces vectoriels, c'est considéré comme 0. Et donc la somme directe de ces deux espaces vectoriels, c'est k plus r. C'est k puissance k plus r. Ok ? Donc vraiment, j'insiste, quand je parlerai de somme directe, je parle de somme directe de copie d'espace vectoriel. Ok, alors maintenant je vais vous lancer la définition de ce qu'est une somme directe entre des représentations. Prenons Q un carquois, maintenant on sait ce que c'est un graphe, hein, pour faire simple. Sinon c'est un quadruplé, Q0, Q1, ST, de manière plus propre. Mais on peut se limiter à l'idée d'un graphe, hein, ça sera déjà très bien. Et puis, soit des représentations, donc E, donc les représentations c'est un couple de uplets, okay, avec le premier uplet c'est tous les espaces vectoriels qu'on met en chaque sommet du carquois, et le deuxième uplet c'est tous les morphismes que l'on met dans chaque flèche du carquois. Donc on a E et F, deux représentations. Je rappelle les notations, je ne le ferai plus par la suite. Donc deux représentations. Et on définit la somme directe. Donc la somme directe E plus F. Et la représentation G définie par... Alors pour définir une représentation, il faut que je définisse ce qui se passe pour les espaces vectoriels en chaque sommet et ce qui se passe pour les applications linéaires en chaque flèche. Alors d'abord commençons par le plus simple, les espaces vectoriels. Donc si je regarde l'espace vectoriel en un sommet Q, ça va être tout simplement la somme directe des deux espaces vectoriels au sommet Q, donc celui pour E et celui pour F. Alors maintenant pour les morphismes. Alors ce que je vais faire pour les morphismes, c'est que je vais faire agir G alpha de manière diagonale. En effet, comme GQ est une somme directe entre ces deux espaces vectoriels. Quand on a une somme directe, vous devriez avoir en tête le fait que n'importe quel vecteur peut se décomposer de manière unique, comme une somme
d'un élément du premier espace et d'un deuxième élément du deuxième espace. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement dire, en fait, si j'ai un élément Z dans cet espace et que j'applique G alpha, je vais appliquer E alpha à sa composante dans EQ et F alpha à sa composante dans FQ. Et c'est comme ça que je vais vous définir donc G alpha. Alors, d'abord, je rappelle que si j'ai Z dans GQ, Z est égal à X plus Y de manière unique, avec X dans EQ et Y dans FQ. Ok? Et je définis donc G alpha de Z, comme je viens de l'expliquer. Je vais faire E alpha de X plus F alpha de Y. Voilà la définition de G alpha. Et donc G alpha, on peut le voir de manière matricielle, comme ceci, comme une matrice diagonale en bloc, diagonale par bloc, où je mets E alpha ici parce que l'application qui va de EQ vers EQ correspond à E alpha, l'application qui va de FQ vers FQ, c'est F alpha, et les autres applications, autrement dit de FQ vers EQ ou de EQ vers FQ, tous deux valent 0. Ok, donc voilà, on peut le voir de cette manière-là, de manière matricielle, et vous allez comprendre pourquoi, à l'aide de l'exemple que je vais faire maintenant, pourquoi c'est bien aussi de le représenter comme ça, avec cette matrice par bloc, parce que ça va être exactement ce qui va se passer. Ok, alors prenons l'exemple du carquois suivant. Donc le carquois suivant, hop, alpha, bêta. Okay. Juste pour changer un petit peu de nos carquois un peu simples, je propose celui-ci. Alors il nous faut deux représentations, je vous propose la représentation suivante. Voilà les espaces vectoriels, et les applications, je vais les définir à l'aide des matrices, donc je vais écrire les matrices, et je le ferai tout le temps comme ça, j'écrirai toujours les matrices. Donc on a ça, et puis F, on va la définir comme celle-ci. Et puis on va dire, là j'envoie sur la première composante, et là j'envoie sur la deuxième. Voilà, et je veux construire la somme directe. Alors pour la somme directe, déjà commençons par le plus simple, regardons ce qui se passe pour les espaces vectoriels. Donc les espaces vectoriels, il suffit de faire la somme directe des espaces vectoriels. À chaque fois, je vais me retrouver avec K3. Reste maintenant à dire ce qui se passe pour les morphismes. Et pour voir ce qui se passe dans les morphismes, le plus simple, c'est de considérer une base pour chaque espace vectoriel qui est adapté à cette décomposition. Autrement dit, par exemple, pour le premier espace, je peux définir la base suivante. Ok? La première composante ici, deuxième, troisième. Je fais pareil pour les autres. Y1, Y2, Y3. Et ici, Z1, Z2, Z3. Et puis, j'ai plus qu'à dire vers qui est envoyé quoi pour avoir les matrices résultantes. Donc, je vois que Y1 est envoyé vers X1, donc je vais avoir 1, 0, 0. Je vois que Y2 est envoyé également sur X1, j'ai 1, 0, 0. Et enfin, Y3 est envoyé sur X2, donc j'ai 0, 1, 0. Et maintenant, je pense que vous pouvez voir, peut-être, que c'était vraiment pas bête de considérer que G alpha, c'est cette matrice par bloc diagonal, parce que là, vous le voyez en action que nous avons obtenu la matrice diagonale par bloc, définie avec E alpha et F alpha. Alors maintenant, faisons la même chose de l'autre côté, et je pense que vous allez très vite comprendre qu'on va obtenir le même type de construction. Donc, Y1 est envoyé vers Z1, donc j'ai 1, 0, 0. Je vois que Y2 est envoyé vers moins Z1, donc j'ai moins 1, 0, 0. Et enfin, j'ai Y3 qui est envoyé vers Z3, donc j'ai 0, 0, 1. Et encore une fois, on voit la décomposition par bloc. Ok? Donc voilà ce que c'est une somme directe entre des représentations. J'espère qu'avec cet exemple, c'est plus clair comment ça marche cette affaire. Alors maintenant, je vais vous donner la définition de ce qu'est un isomorphisme entre deux représentations.
Moi j'ai toujours Q un carquois, je n'étais pas obligé de l'effacer. Et puis j'ai toujours E et F, donc soit E et F, deux représentations. Donc nous dirons que E est isomorphe à F, et on notera comme ceci, E isomorphe à F, si et seulement si, eh bien il existe un morphisme de représentation qui va de E vers F, qui est un isomorphisme. Alors un isomorphisme pour des représentations, pour des morphismes de représentation, ça n'est peut-être pas clair pour vous. Alors une autre façon de dire ça, c'est de dire que tous les morphismes entre les espaces vectoriels donnés par la représentation, donc par le morphisme de représentation, donc phi, je vous rappelle que c'est défini comme une collection de morphismes que vous définissez en chaque sommet du carquois. Donc phi, c'est une collection de phi q, pardon. Donc vous avez phi q, qui va de EQ vers FQ, et chacun de ces applications linéaires est un isomorphisme. Est un isomorphisme. Et là, c'est un isomorphisme au sens que vous connaissez bien. Donc, c'est-à-dire que ça doit être une bijection, une application linéaire bijective, okay, de EQ vers FQ. Bien. Alors, je ne vais pas faire d'exemple. Je ne vais pas faire d'exemple précis. Bon, je ne sais pas si je me lance, mais en tout cas, bon, j'aimerais juste vous parler du cas A2. Donc le cas A2, c'est le cas, quand je dis A2, et vous allez comprendre à la fin pourquoi je dis A2. J'ai balancé A2, mais c'est pas grave. C'est ce carquois-là, ok. J'aimerais revenir vite fait sur ce carquois-là, et essayer de comprendre ce que ça veut dire avoir un isomorphisme de représentation. Alors avoir un isomorphisme de représentation ici, donc ça veut dire que j'ai une représentation E1 qui va vers E2, avec un morphisme F, et puis d'un autre côté j'ai une représentation qui va de F1 vers F2 avec un morphisme G. Et si j'ai un morphisme, un isomorphisme de représentation, je dois avoir ce carré commutatif. Okay, donc le carré commutatif, il me dit en particulier que si je fais phi1 puis G, ça revient à la même chose que si je fais F puis phi2. Et comme nous avons isomorphisme entre les représentations, ben, je peux écrire que G, c'est en fait phi2, F, phi1 moins 1. Tiens donc. Et donc ben, on se rend compte qu'avoir un isomorphisme de représentation dans ce cadre-là, ça veut dire que les applications linéaires sont, quand on a ce genre de décomposition, pensez aux matrices, M est égal à P fois une autre matrice, je sais pas, disons N, fois Q, moins 1, avec P et Q inversibles, et bien ça veut dire que les deux matrices sont équivalentes. Donc là, ça veut dire que les deux morphismes sont équivalents. Donc c'est équivalent. Ce truc-là, avoir un iso, c'est équivalent à dire que F et G sont équivalents. Et donc vous allez mieux comprendre pourquoi en fait dans la plupart des exemples que je vais vous présenter, vous n'allez pas avoir des cas où vous allez avoir des moins 1. Vous allez beaucoup avoir de cas que je vais vous présenter avec des 0 et des 1. Tout simplement parce que je joue à équivalence près sur les morphismes. En fait, c'est ça que ça veut dire. Je joue à équivalence près sur les morphismes. Donc si je joue à équivalence près sur les morphismes, eh bien les équivalents, je sais que je peux faire des équivalents avec les JR, JRN, d'accord, tout ce qui est, ou JR, PQ, suivant si vous travaillez sur des matrices carrées ou si vous travaillez sur des matrices rectangulaires. Mais je vais essentiellement jouer avec les matrices liées au rang. Donc c'est pour ça que vous verrez, dans la plupart des exemples que je ferai, beaucoup de 0 et de 1. Alors du coup, je vous invite à faire le petit exo suivant. Donc je vais pas le faire parce que je pense que sinon ça me prendrait trop de temps. En tout cas, à expliquer ça. Voilà. Donc je vous donne en exercice de montrer que le E que vous voyez, ben, en fait, est en isomorphisme avec la représentation suivante. Oups. J'ai pas fait les matrices dans le bon sens, désolé.
mais je pense que vous allez comprendre l'idée de toute façon. Donc voilà, montrer que E est isomorphe à cette représentation-là. Voilà, c'est un petit exercice, ça ne paye pas de mine, mais si vous avez compris ce qui se passait ici, normalement vous devriez comprendre comment les choses vont se passer ici. Il s'agit essentiellement de faire un bon changement de base partout, et vous verrez que tout se passe bien. Puisque avoir des équivalences entre les morphismes, ça veut dire qu'il faut faire un changement de base au départ et à l'arrivée de l'application. Donc si on fait un changement de base adapté au départ et à l'arrivée de l'application, nous allons avoir équivalence. Ok ? Donc voilà, si vous avez compris ça, normalement vous ne devrez pas avoir de difficulté à faire cet exercice. Ok, alors maintenant je vais définir ce que ça veut dire avoir une représentation indécomposable. Hop, donc on a toujours Q un carquois. Donc Q un carquois, soit E une représentation. Donc nous dirons que E est indécomposable si et seulement si je sais que E est une somme directe est isomorphe à une somme directe de deux représentations, alors soit E est isomorphe à X ou E est isomorphe à Y. Autrement dit, ça veut dire aussi que l'une des deux représentations est donc nulle. Et donc la représentation nulle. Vous avez tous les morphismes qui sont nuls, et donc tous les espaces vectoriels qui sont nuls. Ok. Alors, question. À votre avis, est-ce que E est indécomposable? Est-ce que F est indécomposable? Et puis je vais donner d'autres exemples. Donc, hop. Je vais effacer un petit peu. Non, mince, ça je vais le laisser. Donc la question est, est-ce que ces représentations sont indécomposables? Déjà. Est-ce que E est indécomposable? Est-ce que F est indécomposable? Et puis je vais proposer une autre représentation G. Est-ce que celle-ci est indécomposable? Ok, n'hésitez pas à faire une petite pause puis essayer de le faire par vous-même. Ok, alors je vais commencer par E. Alors E, est-ce qu'il est indécomposable ou pas? La réponse est que non, il n'est pas indécomposable. On peut le décomposer comme une somme directe. Alors si vous prenez pour acquis le résultat que j'ai donné là en petit exercice, vous avez que E est donc en isomorphisme avec leur représentation suivante. Donc, il ne faut pas que je fasse les matrices dans le mauvais sens. Voilà. Ok. Et maintenant, si vous regardez les éléments de la base, notamment à partir de K2, vous voyez que Y1, il est envoyé ici, par 1, par l'espèce d'identité, et Y2 il est aussi envoyé de l'autre côté par 1. Mais Y1 est envoyé vers 0 de ce côté-là, et Y2 est envoyé vers 0. Donc on voit, juste en regardant ce qui se passe au niveau de la base, on voit que la décomposition de E peut s'écrire comme ceci. Juste en regardant ce qui se passait pour Y1 et pour Y2. Donc ça montre bien que cette représentation n'est pas indécomposable, puisque j'ai été capable de l'écrire sous la forme d'une somme directe, avec deux représentations qui ne sont pas triviales. Ok? Bon. Alors après, on pourrait se poser la question, est-ce que ces représentations sont indécomposables? J'y reviendrai, ne vous en faites pas. Pour F, est-ce que F est indécomposable? La réponse est également non. En effet, si je fais bien attention à ce qui se passe aux éléments de K2 ici, puis aux éléments de K2 de l'autre côté, je me rends compte que, ou notamment à Y3 plutôt, je pense que ce serait mieux, si je regarde Y3, il est envoyé à la fois ici et ici, par identité. Certes, ici sur X2 et sur Z3, mais c'est pas grave, on a quelque part une décomposition qui se fait.
Donc vous voyez que Y3 est envoyé ici et ici. Et puis bah, après, X3 il reste tout seul dans son coin, et Z2 reste aussi tout seul dans son coin. Par décomposition. En fait, c'est la décomposition un peu par noyau, conoyau, hein. C'est exactement le même genre d'idée. Hein. Vous faites ça là. D'accord? Vous décomposez par noyau et conoyau et vous jouez là-dessus et ça vous donne les résultats. Donc là, ici, F, par cette vision des choses, on voit que F peut se décomposer comme cette représentation-là, qui est la représentation G, hein, plus la représentation suivante, plus la représentation suivante. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, le X3 n'est pas atteint du tout et c'est une espèce d'élément isolé finalement, c'est un conoyau isolé. Et là aussi, Z2 est un conoyau isolé. Donc c'est ce qui fait que nous avons ces deux choses-là. Bon voilà, donc déjà nous avons ces deux représentations qui ne sont pas indécomposables. Maintenant, est-ce que G est indécomposable? Ben G, il est indécomposable. G, il l'est. Alors pourquoi il l'est? Ben parce que si vous essayez de décomposer votre représentation G en une somme de deux représentations, je vais le commencer là. Donc si vous essayez de décomposer G en deux représentations qui devraient être non nulles, d'accord? Ça veut dire qu'il doit y avoir un espace vectoriel de dimension 1 qui apparaît dans la représentation G, dans un des sommets de la représentation G, mais il y a aussi un espace vectoriel de dimension 1 dans un autre sommet de la représentation G. Donc là, je vais faire un exemple. Imaginons que vous choisissez de mettre K ici et K ici. Donc c'est-à-dire pour X, vous voulez prendre ce type de représentation-là, et pour Y, vous voulez prendre cette représentation-là. Le problème, c'est que, bon, peu importe le morphisme que vous prenez ici, parce que le morphisme que vous prenez ici, ça peut être l'identité, comme ça peut être 0, vous pouvez avoir le choix. Mais peu importe le morphisme que vous prenez ici, quand vous allez faire la somme directe, ce qui se passe pour l'autre morphisme correspondant à la flèche bêta, là, ce morphisme-là, il va être envoyé vers 0. Vous faites la diagonale, hein, je vous rappelle, vous faites la diagonale de morphisme ici, et si vous faites la diagonale de morphisme, vous voyez que ici, K est envoyé vers 0, puis 0 est envoyé vers 0 lui-même, hein, de toute façon, dans l'autre application, dans l'autre espace vectoriel. Donc évidemment, si vous faites la somme directe de ces deux flèches, en termes de morphisme, vous allez vous retrouver avec le morphisme nul. Or, vous devriez avoir le morphisme identité. Bon, bah c'est ça qui fait que cette représentation est indécomposable. Ok? Donc oui, G est indécomposable. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, alors oui, j'ai oublié de répondre à la question que je commençais à poser aussi, vous pourriez vous poser la question, est-ce que ces deux représentations sont indécomposables? Si vous avez compris l'argument que j'ai envoyé ici, ces deux représentations-là sont en effet indécomposables. Et puis là, bon, je pense que ces deux-là, c'est assez clair qu'ils sont indécomposables. Ok? Donc voilà, on voit quand même un gros intérêt d'étudier ces représentations indécomposables. On voit une décomposition de chaque représentation à l'aide de ces indécomposables, et on peut se dire, ben voilà, quels sont les éléments indécomposables d'un carquois, en fait? Quelles sont les représentations indécomposables d'un carquois? Voilà une première question qu'on pourrait se poser. Assez intéressante, donc on va se poser un petit peu sur cette question. Donc quelles sont les représentations d'un carquois? Donc les représentations, quand je dis les représentations, maintenant je vais parler des classes d'isomorphisme de représentation. Ok, donc ça veut dire que maintenant, je ne vais pas regarder, je ne vais pas distinguer cette représentation-là de l'autre représentation où j'avais mis 1, 0, 0, 1. Ok, je ne les distingue plus. Pour moi, ils sont dans la même classe d'isomorphisme. Donc je peux travailler juste avec des 1 et des 0, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette histoire d'équivalent et tout ça. Bon, alors essayons de voir quelles sont toutes les représentations. Alors essayez de deviner quelles sont toutes les représentations indécomposables, les classes, encore une fois, de représentation, d'isomorphisme de représentation de ce carquois. Et normalement, vous devriez avoir un nombre fini. Ok, alors il y en a quelques-uns qu'on a déjà vus,
mais je vais faire la liste. Donc on peut les deviner hein, normalement. Donc vous avez celle-ci, celle-ci, celle-ci. Oups. Il faut que je fasse les flèches dans le bon sens. Vous avez celle-ci, avec identité. Vous avez celle-ci. Oups. 0, K, K. Et vous avez enfin celle qu'on a vue en dernier là. Voilà toutes les représentations indécomposables de ce carquois. Ok. Alors il y a des représentations qui ont des noms un peu spéciaux parce que ce sont des représentations qui apparaissent assez souvent quand on fait des études plus approfondies sur les représentations de carquois. Mais par exemple celle-ci, on appelle ça les représentations simples. Les représentations simples, c'est tout simplement les représentations pour lesquelles nous avons un seul espace vectoriel de dimension 1 qui apparaît dans tout le carquois. Et tout le reste, c'est des morphismes nuls et des espaces vectoriels nuls, évidemment. Donc on a ça, après il y a deux, trois autres choses intéressantes ici, puisque bon, je vais pas y rentrer dans le détail, mais là par exemple, je vais pas l'écrire, mais là on peut parler de représentation injective, et là on peut parler de représentation projective. Ok? Mais je le dis juste comme ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc ici, nous avons un nombre fini de représentations indécomposables. Mais les représentations indécomposables, c'est pas toujours si simple de les trouver, hein, d'accord? Il y a des cas bien plus compliqués. Et même juste avec des cas, un des cas que nous avons vus ensemble, que nous avons assez bien étudié, eh bien, il peut y avoir des choses assez difficiles. Et donc, je vais y revenir, ce cas particulier qui était le Kronecker. Hop. Alors, si j'étudie le Kronecker, alors si vous repensez un petit peu à ce que j'avais dit lors de l'épisode précédent, je vous avais dit, bon ok, déjà il y a des représentations simples, hein, donc évidemment vous pouvez penser aux représentations comme celui-ci, comme celui-ci plutôt. Donc celle-ci est indécomposable, celle-ci est aussi indécomposable. Vous pouvez également prendre la représentation définie en disant je mets 1 et 0, ou 0 et 1. Mais de manière un peu plus générale, toutes les représentations définies comme celle-ci, avec lambda dans le corps, est indécomposable. D'accord? Et je vous avais expliqué pourquoi. Et je vais le refaire maintenant. Je vous l'avais expliqué à l'oral, mais je ne l'avais pas forcément fait dans le détail. Alors je vais le faire un peu plus dans le détail. Si vous prenez une autre représentation avec mu différent de lambda, et que vous vous dites, ok, je veux construire un morphisme qui va de phi1 vers phi, enfin qui va vers la première représentation, de la première représentation vers la seconde. Si vous faites ça, vous voyez que les carrés commutatifs vous disent deux choses. Le premier, c'est que phi1 égale phi2 en suivant, donc comme ceci, tac, tac, okay, par rapport à la flèche du haut. Mais si vous suivez par rapport à la flèche du bas, vous avez aussi que lambda phi1 doit être égal à mu phi2. Et là, c'est problématique, parce que vous avez que phi1 égale phi2, bon, je mets des guillemets, phi1 égale phi2, mais vous avez aussi que lambda phi1 est égal à mu phi2, avec lambda et mu distincts. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi1 et phi2 valent tous deux 0. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de morphisme non nul qui va de la représentation, la première représentation vers la deuxième. Ce qui signifie en effet que c'est donc deux classes d'isomorphismes de représentation différentes. Et ce qui fait que ces représentations sont indécomposables, c'est un peu le même genre d'argument que ce que j'avais fait ici, en disant les espaces vectoriels, je les mets, si je veux les décomposer, il faudrait que je mette un espace vectoriel d'un côté et un espace vectoriel de l'autre côté, sauf que du coup ça impliquerait que les morphismes qui sont ici sont nuls en faisant la somme directe. Ok? Donc voilà, ça c'est un exemple où, donc si on travaille avec le corps K égale C, en général on travaillera avec un corps avec l'hypothèse que c'est un corps algébriquement clos, mais pour faire très simple, parce que j'ai pas envie de rentrer dans le détail de ce que ça veut dire, algébriquement clos, même si peut-être j'ai eu l'occasion d'en parler lors d'exo de colle, j'ai pas tout à fait le souvenir, mais peut-être que j'en ai parlé lors d'un exo de colle,
Ici, je préfère juste vous dire, en général, je travaillerai avec le corps des complexes. Et le corps des complexes, il y a une infinité d'éléments, donc je me retrouve avec une infinité de représentations indécomposables. Alors vous pourriez vous poser aussi la question, ok, il m'a donné plein d'exemples de représentations indécomposables, et je vois que dans tous ces exemples, les représentations sont tous avec des espaces vectoriels de dimension 1. Et du coup, est-ce que la question qui pourrait se poser, un peu naturelle maintenant avec tous ces exemples que j'ai donnés, c'est est-ce qu'il y a des représentations indécomposables avec des espaces vectoriels de dimension supérieure à 1? La réponse est oui. Alors la réponse est oui parce que, et là je vous le donne en exo, si je regarde la représentation suivante, toujours du carquois de Kronecker, alors ici je décide de mettre l'identité, et ici je vais décider de mettre un bloc de Jordan, avec lambda non nul. Donc un bloc de Jordan, pour ceux qui ne connaissent pas, un bloc de Jordan c'est une matrice où j'ai dans la diagonale que des 1, et dans la surdiagonale que des lambda. Avec lambda en général non nul. Ok, donc ça c'est un bloc de Jordan. Alors voilà, là si je fais cette représentation-là, si je vous propose celle-ci, elle est indécomposable. L'exercice est de montrer qu'elle est indécomposable. Ok, et c'est même pire que ça. C'est même pire que ça, parce qu'en fait, on peut généraliser ce que je viens d'écrire. Si je prends K dimension n, si je prends des espaces vectoriels de dimension n, je fais l'identité dans la flèche du dessus, et dans la flèche du bas, je fais justement un bloc de Jordan. Puis je mets des zéros ailleurs. Si je fais ça, et la représentation que j'ai ici, elle est indécomposable. Pour tout n. Okay, pour tout n plus grand que 2, disons, pour que ça ait un intérêt de faire un bloc de Jordan. Et à condition que lambda est non nul. Ok, donc voilà, là je pense que je vous ai confirmé que même si je travaillais, parce qu'en fait, ce résultat est également valable, même si je ne travaillais pas dans C, vous voyez que là, j'ai une infinité de représentations. Donc même si je travaillais avec F2, si je travaillais avec F2, là j'ai ou F3, ou des corps finis, ou des corps plus particuliers, plus bizarres, et je peux avoir une infinité de représentations juste en jouant avec les dimensions des espaces vectoriels en jeu. Ok ? Je ne vais pas rentrer dans ces cas particuliers où je travaille avec d'autres corps, je vais essentiellement rester avec le corps complexe, parce que de toute façon on travaillera avec des corps algébriquement clos, donc autant travailler avec C, ce sera plus simple. Ok, alors un autre exemple aussi, avant que je donne un résultat assez intéressant. Un autre exemple que j'aimerais donner, c'est l'exemple suivant. Si je travaille avec le carquois suivant, je pense qu'il faut que je fasse ça. Ouais, je vais faire comme ça. 3, 4. Donc si je vous propose de travailler avec ce carquois-là, donc ce carquois-là, si je propose la représentation suivante, où je mets K2 au milieu, voilà un autre exemple où je vais avoir une représentation indécomposable avec au moins un espace vectoriel qui ne sera pas de dimension 1, là on voilà un exemple. Donc si je propose par exemple de faire, ici j'envoie sur la diagonale, ici j'envoie sur la première composante, et ici j'envoie sur la deuxième composante, j'affirme que celle-ci elle est aussi indécomposable. Ok ? Bon, ça je vous le laisse en exo également, pour essayer de le faire. Donc c'est aussi un exemple assez intéressant. Bon, alors avec tous ces exemples que je viens de vous donner, maintenant la question qui pourrait se poser c'est, pour quel carquois est-ce que nous avons un nombre fini de représentations indécomposables? Ok. Et il y a un résultat qui a été donné par Pierre Gabriel, c'est un théorème de Pierre Gabriel, son nom de famille c'est Gabriel, donné dans les années 50, je crois, 50 ou 60, qui dit la chose suivante. Donc, Q admet un nombre fini de représentations
indécomposable si et seulement si Q est de la forme et d'une des formes plutôt suivantes. Alors les formes possibles du carquois Q sont les suivantes. Soit nous avons le carquois, peu importe le sens des flèches, c'est pour ça que je ne mets pas de sens aux flèches, qui se fait en une seule ligne avec n sommets. D'accord? Et ce type de carquois, c'est le type AN. Donc maintenant vous comprenez pourquoi j'ai lancé A2 sans le vouloir, je ne voulais pas le dire tout de suite, mais voilà. Donc ça c'est un carquois de type AN. Il y a aussi les carquois de type DN qui ressemblent un petit peu à celui que j'ai fait là-haut. Donc les carquois de type DN, c'est le carquois de ce type, où nous avons un petit embranchement au début, et puis après, on continue jusqu'au dernier sommet. Donc on a 1, 2, 3, 4, et ensuite N-1, N. Donc nous avons ces carquois-là. Et puis ensuite, on a des carquois exceptionnels, E6, E7, E8, qui sont les carquois suivants. Oups. Donc ça, c'est E6. Et puis E7, je l'obtiens en ajoutant un sommet. Et E8, je l'obtiens en ajoutant encore un sommet à la ligne, comme ceci. Voilà. Donc voilà les types de carquois dans lesquels, et ce sont les seuls types de carquois pour lesquels nous avons un nombre fini de représentations indécomposables. Ok, donc c'est quand même assez surprenant ça. Je pense que on aurait pu se dire, ouais, il y en a plein de carquois qui pourraient avoir un nombre de représentations finies. Et bien finalement, non. Il y en a pas beaucoup. Et ce pas beaucoup, bah, ça fait partie des types de carquois ADE. C'est ce qu'on appelle les carquois ADE de Dynkin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les types de carquois ADE de Dynkin. Alors les carquois de Dynkin, ce sont des carquois qui apparaissent à nombreuses reprises quand on travaille avec les représentations de groupes ou d'anneaux, ou de groupes ou d'aglames plutôt, c'est ça que je voulais dire. Même d'anneaux, je pense que ça doit apparaître aussi. Parce que ces carquois-là, ils sont liés à des groupes de Coxeter, ils sont liés à des groupes comme SN. Donc là, notamment AN est une façon de représenter le groupe SN, le groupe des permutations que vous connaissez bien. Okay. DN peut être une façon de représenter le groupe diédral, mais de manière un peu plus générale, on travaille aussi avec les groupes signés, enfin, pas les groupes signés, pardon, mais normalement DN ça correspond à diédral. Parce que les groupes signés, c'est une autre forme de carquois Dynkin, donc c'est pas ici. Et puis E6, E7, E8, ce sont des types de groupes ou types de... donc je pense que là, ici, ça n'apparaît peut-être pas forcément pour la théorie des groupes, mais voilà, c'est quelque chose qui apparaît quand on travaille avec ce qu'on appelle les systèmes de racines dans les groupes de Coxeter. Et donc, voilà, ça représente différents types de systèmes de racines. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, je vous balance les mots là comme ça, juste pour vous dire, voilà, il y a plein de trucs derrière ces carquois-là. Et c'est quand même assez étonnant de les voir encore apparaître ici, quand on sait déjà qu'ils apparaissent dans d'autres thématiques. Donc voilà. Et à savoir que c'est quand même des carquois très importants dans n'importe quelle branche de théorie des représentations. Ok, alors nous verrons, donc là je vais m'arrêter ici. Pour ceux qui veulent jeter un œil au résultat, à la preuve de ce théorème, je vais juste jeter quand même quelques mots avant de totalement terminer. La preuve de ce théorème, assez étonnamment, ne se fait pas forcément de la manière à laquelle on pourrait peut-être penser, par récurrence ou je ne sais quoi, on pourrait penser à des trucs comme ça, mais en fait il se fait plutôt à l'aide des formes quadratiques. Donc les formes quadratiques, pour la faire simple, c'est une espèce de généralisation des applications qui sont les normes dans les cadres d'espace vectoriel. Okay, donc c'est une espèce de généralisation de ce truc-là, mais à un cadre un peu plus différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir quelque chose qui est positif tout le temps. On n'est pas obligé non plus
d'avoir la définie positivité, donc le fait que la norme vaut 0 implique que l'élément est nul, d'accord, il y a des choses comme ça, ok. Donc il y a une généralisation, enfin si on généralise l'histoire des formes quadratiques et qu'on définit une forme quadratique liée au carquois, sur lequel on travaille, eh bien on se rend compte que la forme quadratique sera définie positive si et seulement si on a affaire à ce type de carquois. Donc défini positif, c'est-à-dire exactement comme pour une norme, ça veut dire positif. Et défini positif, ça signifie que si la valeur de la forme quadratique vaut 0, alors l'élément qu'on a pris est nul. Okay, donc il sera défini positif que si on a affaire à ces carquois-là, et il se trouve que la forme quadratique est définie positive si et seulement si le nombre de représentations indécomposables est fini. Donc c'est comme ça que la preuve se fait. Donc si vous voulez chercher la preuve en tout cas que je connais bien, il y en a certainement d'autres de preuves possibles de cette chose-là, mais la preuve que je connais bien est liée à ça, et si vous voulez la retrouver, cette preuve, vous pouvez la retrouver dans mon mémoire de Master 2 qui est disponible sur mon site. Donc si ça vous intéresse de jeter un petit coup d'œil à ça, vous pouvez jeter un petit coup d'œil à ça. Je pense qu'on peut le trouver aussi ailleurs que dans ce mémoire. De toute façon, il y a des références aussi dans le mémoire. Et je pense qu'on peut le retrouver aussi dans le séminaire qui a été donné de Bourbaki, donné par Gabriel. Donc il y a plein de façons de trouver ces preuves. Voilà. Alors nous, on verra que si on réduit, si on se réduit à des carquois encore plus spéciaux, donc c'est-à-dire que nous on travaillera avec des algèbres aimables, donc les algèbres aimables ça va être lié à des carquois plus spéciaux et avec un quotient avec des idéaux particuliers. Si on travaille dans ce cadre-là, on en aura plus de représentations, on en aura plus de carquois qui vont avoir un nombre de représentations indécomposables qui va être fini. Et en plus de ça, ces représentations indécomposables vont être facilement, on va pouvoir plus facilement les décrire. Parce que là, comme vous le voyez, l'exemple que j'ai mis ici, il est quand même un peu moins facile à décrire. Et si on travaillait avec E6, E7, E8, ça serait pareil. Il y aurait des représentations qui sont loin d'être faciles à décrire. Et donc, en travaillant dans un cadre plus restreint, on va se retrouver avec un nombre de carquois qui vont être plus nombreux à admettre un nombre de représentations indécomposables finies, mais et de plus, donc toutes les représentations indécomposables vont être facilement, on va pouvoir facilement les décrire. Ok, donc voilà, c'est. Ok, je sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais c'est pas grave. Donc sur ce, le coin recherche se termine. Navré d'avoir pris 40 minutes cette fois-ci, mais encore une fois, je pense que c'était important que je me pose sur les exemples, sur tout ce que j'ai pu décrire, parce que encore une fois, c'est pas des choses très simples. Donc je voulais vraiment prendre le temps d'expliquer ce qui se passe, et je pense que finalement les coins recherche, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, on va prendre plus de temps, et donc voilà, c'est comme ça. Comme d'habitude, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire, même blabla que d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, blablabla, si vous voulez, vous pouvez partager la vidéo, ça fera plaisir. Et puis voilà, sur ce, on se retrouve donc demain, si tout va bien, pour le nouveau petit exo de colle, le nouveau numéro du petit exo de colle. Et puis comme d'habitude, petit exo de colle, et puis le nouveau point recherche la semaine prochaine, où on parlera un petit peu juste de catégories. Donc là je pense que je ferai un épisode plus court cette fois, je pense. Mais je travaillerai juste sur la notion de catégorie pour vous montrer le lien entre les représentations de carquois et les modules, puisque dans le titre j'ai parlé de modules sur les algèbres, donc il faut que je fasse le lien avec les modules. Et en fait les modules, c'est que ça va être la même chose que les représentations. Donc à chaque fois que vous entendrez, à la suite de l'épisode suivant, à chaque fois que vous entendrez représentation, vous pourrez entendre module. Et c'est en fait la même chose. Ok ? On pourra le voir comme ça, la même chose. Voilà, sur ce, bonne journée à vous, et puis à très vite. Bye.